Alors, Sébastien, ces chroniques, je pense que déjà vous avez envie de débuter par un retour sur les négociations qui ont eu lieu avant que les hostilités ne se déclenchent et qui, a priori, étaient plutôt bien parties d'après les bruits de couloirs qui se sont fait jour ces derniers temps. Oui, je voulais revenir sur ces négociations. Des négociations ont pour but de réussir. Or là, on a cette impression que les négociations, c'était une sorte de paravent et que de toute façon, la décision avait été prise par les Israéliens et les Américains. On a des déclarations des négociateurs, notamment du ministre Omanet, qui dit clairement que 2 jours avant la guerre, donc le 26 février, on avait un accord qui était sur le point, un bon accord, un accord qui a été qualifié par le diplomate anglais présent lors de ces négociations de surprenant, surprenant dans le bon sens, venant des Iraniens, qui proposait un partenariat sur le nucléaire civil avec les États-Unis, un abandon de l'enrichissement d'uranium pendant une durée préliminaire de 5 ans. Et donc, 2 jours plus tard, c'était le début de la guerre. Donc, en pleine négociation. Donc, moi, j'ai cette impression. On a aussi ce discours du président de l'AIEA, Raphaël Grossi, qui disait qu'il n'y avait aucune menace nucléaire, notamment suite au bombardement des installations de juin dernier, de Natanz, Fordo et Ispahan. Aucune menace, selon lui. On a aussi les propos de Tulsi Gabbard. Là, on est aux États-Unis. On a la chef des services secrets qui dit devant le Congrès, dans la commission, qui dédie en fait son président en disant non, il n'y avait pas de menace, encore une fois. Et on a également les propos très intéressants, et j'invite tous les auditeurs à écouter cette interview de Joe Kent, dont on a beaucoup parlé, mais qui est très intéressante, 2 heures d'interview avec Tucker Carlson. C'est pas n'importe qui, Joe Kent, hein, c'était quand même le chef du contre-terrorisme, l'équivalent un peu de la DGSE en France, et qui nous dit, en fait, non, il n'y avait pas de menace. Il n'y avait pas de menace. Alors, il dit d'autres choses intéressantes dans cette interview, notamment au sujet de Charlie Kirk, où il dit que il y a eu en fait un certain empêchement d'enquêter suite à l'assassinat de Charlie Kirk. Donc moi j'ai cette sensation que tout ça ces négociations c'était du vent, comme l'année passée d'ailleurs, et que l'agenda était d'attaquer durant ces négociations. Donc si vous voulez, aujourd'hui, ça pose problème parce que à chaque fois qu'on va proposer des négociations aux Iraniens, ils vont plus y croire. Hein, ils vont plus y croire. Non seulement ils vont plus y croire parce que, en plus, on assassine ceux qui faisaient les négociations, comme Larijani, des gens, on va dire, intellectuellement brillants. Et quand vous assassinez les gens brillants, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je dis toujours que les Israéliens sont peut-être de brillants tacticiens, mais de piètres stratèges. Parce que vous assassinez les gens qui peuvent négocier pour après qu'ils soient remplacés par des plus durs. Là, les jours derniers, a été nommé le chef des gardiens de la Révolution de 1981, donc juste au lendemain de la Révolution, jusqu'en 1997, Mohsen Rezaï, est un très dur. Donc, vous assassinez quelqu'un pour mettre à sa place quelqu'un de plus dur. On avait déjà eu ça à l'époque, c'était, il me semble, début des années 90, où Israël avait assassiné le chef du Hezbollah, et il avait été remplacé par un plus dur que lui, c'est-à-dire Nasrallah à l'époque. Donc, vous voyez, c'est cette stratégie d'assassiner tout le monde, en fait. Hein. En Palestine, vous n'avez plus un seul... s'il y en a un seul qui est vivant, il est en prison à vie. C'est Marwan Barghouti. Et donc, j'ai cette impression-là aussi que, vous voyez, on a jusqu'au boutisme, en fait, qui est d'assassiner tous les dirigeants pour n'avoir personne en face avec qui négocier. C'est ça. Donc, ces négociations, voilà, aujourd'hui, on peut les regarder d'un œil très circonspect, si vous voulez. Tout à fait. La psychologie de Trump, finalement, il a énormément menti. Il a utilisé ces négociations aussi pour frapper.
Il y a Là, une duplicité et en même temps une sorte d'instabilité psychique, je trouve, chez Trump. oui, et je trouve ça se voit de plus en plus. Alors déjà avant, il était capable de dire quelque chose la veille, de dire l'inverse le lendemain. Enfin, il y avait une sorte enfin, c'était. Mais là, c'est pire. C'est pire. Clairement, c'est pire. Donc, j'ai l'impression de quelqu'un qui est complètement perdu. On a l'impression qu'il est, si vous voulez, sous pression presque. Alors, est-ce que c'est l'affaire Epstein? J'ai l'impression de quelqu'un qui est psychiquement perdu, euh, quelqu'un qui peut faire, qui est capable du pire désormais, mais surtout quelqu'un qui me semble, et ça je vais y revenir tout à l'heure, qui est dominé par quelque chose de plus fort que lui. Oui. C'est quand même quelqu'un qui a fait campagne sur et beaucoup d'Américains ont voté pour lui, hein, pour ces raisons-là, de non-interventionnisme, ce côté un peu jacksonien, d'éviter des guerres qui engloutissaient des dizaines de milliards de dollars. Et il fait l'inverse. Et là, désormais, voilà, je vais détruire l'Iran comme en 2003. On a l'impression vraiment de la même technique, en fait. Et là, je vais revenir sur la technique de l'état profond, pour moi, de mentir aux Américains, qui sont moins dupes cette fois-ci qu'en 2003, certainement. Hein, on voit ça dans les sondages. Mais de mentir sur toute la ligne. Et finalement, on a, avec Netanyahou, Trump, il y a un concours du meilleur menteur, en fait. Hein. Netanyahou est très connu pour mentir en permanence. En Israël, on dit comment sait-on que Netanyahou ment? C'est quand il bouge les lèvres. Donc, c'est des menteurs, si vous voulez, des menteurs pathologiques. Les mensonges les plus graves récemment de Donald Trump, c'est sur le missile Tomahawk qui a frappé l'école de jeunes filles en Iran, où il a dit que c'était l'Iran, après il a dit que c'était un missile Tomahawk qui était tombé dans les mains de l'Iran, on ne sait pas comment. Oui, il ment en permanence. Et en plus, il fait du Trump. Moi, je trouve ça très honteux de sa part. Quand on l'entend parler, par exemple, de Joe Kent, c'est lui qui a nommé Joe Kent. Joe Kent, il est intervenu sur 11 conflits militaires. Sa femme a été assassinée dans un attentat par Daesh. Et en fait, il nous dit, parce que Joe Kent a dit la vérité, il nous dit que Joe Kent, finalement, est très faible en termes de sécurité. Voilà, il nous fait du Trump. Donc, il a aussi un côté dans sa psyché qui me semble très intéressant à remarquer. C'est-à-dire que j'ai ce sentiment que lui, étant très mégalomane, souhaite rentrer dans l'histoire absolument. Et donc, il souhaite être le président, par exemple, qui va prendre Cuba. Le président qui va au Venezuela. Le président qui va régler son compte à l'Iran. J'ai trouvé une interview de Donald Trump, à l'époque jeune agent immobilier, en 1980, donc juste au lendemain de la révolution en Iran, où on voit déjà dans cette interview, qu'on peut retrouver sur Internet, ce côté, il a envie de régler son compte à l'Iran. Et on va retrouver cette obsession de l'Iran tout au long de ces deux mandats, en fait. Hein. D'abord, avec l'annulation de l'accord qui était un bon accord de JCPOA. Alors, pourquoi je dis un bon accord? C'est pas que une opinion personnelle. Cet accord a été mis en avant comme étant un bon accord par Tom Dean. Tom Dean a été à la tête de l'AIPAC, le lobby pro-israélien, pendant 15 ans. D'accord? Il a démissionné au moment des accords d'Oslo parce que les accords d'Oslo étaient un échec pour AIPAC. Rendez-vous compte. Un processus de paix est un échec pour AIPAC aux États-Unis. Donc, Tom Dean a démissionné. Et le même Tom Dean a dit que l'accord JCPOA de 2015 était un bon accord. Donc, ça, c'est assez révélateur. Donc, Donald Trump, pour céder à ses donateurs, Sheldon Adelson, eh bien, il annule l'accord et remet les sanctions qui aboutissent. Parce que une des principales conséquences de cette annulation de l'accord, c'est le retour des sanctions qui favorisent les gardiens de la révolution.
les gardiens des fonds, les durs du régime n'ont jamais voulu un accord. Ils ont essayé de saboter l'accord dans les négociations à Vienne. Vous voyez? Donc, stratégiquement, encore une fois, c'est nul. Si vous voulez. C'est pour dire les choses que trivialement, c'est nul. Voilà. Donc, quand on a une stratégie comme ça qui apparaît, c'est que derrière, il y a des forces pour moi qui interviennent. C'est-à-dire, je pense que dans l'histoire américaine, avec du recul, on verra la révélation du dossier Epstein et la guerre en Iran comme un événement profond. Alors, qu'est-ce que j'appelle un événement profond? Je vais essayer de donner des exemples concrets. Dans l'histoire des États-Unis, on a des événements profonds comme l'assassinat de JFK, comme le Watergate, comme le 11 septembre 2001. Et aujourd'hui, la guerre en Iran est un autre événement profond. C'est des événements, en fait, qui dépassent la démocratie américaine, la pratique de la démocratie américaine. Oui. Et aujourd'hui, avec du recul, là, on n'a pas ce recul encore, mais sur les autres événements, on a du recul avec les archives déclassifiées. Et donc, que disent les archives déclassifiées? Elles disent qu'aux États-Unis, dans les années 50, avec Eisenhower, on a mis en place ce qu'on appelle The Continuity of Government, COG, hein, l'acronyme. Le COG, c'est quoi? C'est une sorte de doctrine, si vous voulez, où en cas d'attaque massive sur les États-Unis, on aurait un pouvoir extra-constitutionnel qui pourrait être mis en place. Alors, en 75, c'est le lendemain du Watergate. Pourquoi je reviens en arrière? Parce que c'est important. À ce moment-là, on a une certaine forme d'affaiblissement des États-Unis qui avait déjà été le réel avec l'assassinat de JFK. Donc, on a l'assassinat de JFK qui ne peut pas être réélu. Lyndon Johnson, son suivant, démissionne. Et Nixon ne va pas au bout non plus puisque il démissionne sous la menace de la procédure d'impeachment. Et donc, après Nixon vient Gerald Ford. Et Gerald Ford, à ce moment-là, il y a quelque chose de très important qui se passe. Il y a une commission, la commission Church, qui dénonce les essais de la CIA faisant partie de l'État profond. Donc, ça fait grand bruit aux États-Unis. Et donc, Ford décide de licencier le directeur de la CIA, qui, selon lui, avait trop collaboré avec les sénateurs de la commission Church. Et donc, nomme à sa place George H. Bush, hein, le George Bush père, qui devient directeur de la CIA. Au même moment, ce qu'on appelle le massacre d'Halloween, on a un renversement de pouvoir interne à Washington où Kissinger est remplacé par Donald Rumsfeld. On est en 75, hein, et avec aussi également vient au pouvoir dans le chef de cabinet de Ford, Dick Cheney. Les deux hommes, le tandem Rumsfeld-Cheney, va accélérer, si vous voulez, en réponse à la commission Church, va accélérer le fameux COG, là, la Continuity of Governments. Et pendant 20 ans, de façon secrète et non suivie par le Congrès, ils vont développer tout un tas de mesures qui va aboutir concrètement, quand ils seront au pouvoir, c'est-à-dire sous l'administration George Bush fils, après le 11 septembre 2001. Le matin du 11 septembre 2001, le dispositif du COG, tout ça est authentique, hein, et c'est déclassifié et vérifiable du coup. Et donc, au lendemain du 11 septembre 2001, les dispositifs du COG sont mis en place avec, évidemment, très rapidement, le Patriot Act, des documents qui étaient déjà prêts, si vous voulez. C'était déjà anticipé. Le Patriot Act. On a également dans la surveillance massive de la population avec la NSA, que va dénoncer plus tard Edward Snowden. On a Guantanamo. Vous voyez. Et donc, on voit bien que là, Trump, actuellement, il est face à cet état profond.
Et je pense que si on regarde bien ce qui se passe en Iran et qu'on remonte en arrière à partir de l'élection de 96 de Netanyahou. Donc après Rabin, Netanyahou vient au pouvoir, il gagne de justesse contre Pérez. Il est conseillé déjà par des néoconservateurs américains. En 96, donc il vient au pouvoir, il sort, Netanyahou et ses conseillers, il sort un document. Ce document s'appelle Clean Break. Que dit ce document? Il dit Israël doit sortir absolument idéologiquement du processus d'Oslo. Israël doit imposer et non négocier sa doctrine stratégique. Et Israël doit renverser Saddam Hussein. Et Israël doit faire en sorte que tous les États qui soutiennent la cause palestinienne soient attaqués. Ce document est officiel. C'est un document qui s'appelle Clean Break. Et donc, ça explique toutes les guerres qu'il y a eu après. Israël impose, ne négocie pas, impose par la force. On ne négocie pas, on impose par la force stratégiquement cette nouvelle doctrine. Ce document Clean Break, qui a été conseillé par les néoconservateurs américains à Netanyahou, se confirme l'année suivante aux États-Unis, où ces mêmes néoconservateurs, c'est-à-dire Wolfowitz, Dick Cheney, Rumsfeld, Richard Perle, créent le think tank Project for New National American Century, qui est un think tank qui promeut la suprématie stratégique des États-Unis au Moyen-Orient et le renversement de Saddam Hussein, mais aussi de l'Iran. Je rappelle que l'Iran était déjà ciblé par les États-Unis dès 1993. On a un discours du secrétaire à la Défense de Bill Clinton à l'AIPAC qui date de 1993, désignant l'Iran comme cible. Donc, je voulais revenir sur cet état profond parce qu'il me semble que ça démarre en 1975 et ça se confirme avec Reagan. C'est très important de revenir à Reagan. Reagan fait campagne contre Carter en 80 et Reagan est poussé par l'état profond. Et donc, qu'est-ce qu'ils font pour gagner la présidentielle? En 80, Carter est aux prises avec la prise d'otage des diplomates américains à Téhéran, conséquence de la révolution en Iran. 52 diplomates sont pris en otage. Donc, Carter tente la manière forte d'abord, ça rate. C'est un fiasco. Ensuite, il tente la négociation. Cette négociation, tenez-vous bien, va être sabotée par une équipe qui est une équipe soutenant Reagan. Dans cette équipe, on a le directeur de la CIA, George Bush. On a le futur directeur de la CIA sous Reagan, Bill Casey. On a Oliver North. Et ces gens-là rencontrent les Iraniens avec aussi les Israéliens, à Paris notamment. Et le but de ces réunions, qui sont cachées, hein, bien évidemment, à Carter, le but de ces réunions, c'est de retarder la libération des otages afin que ce soit une sorte de calvaire politique en pleine campagne présidentielle pour Carter, favorisant ainsi Reagan. Les otages vont libérer le jour où Reagan prête serment. Cette organisation-là, qui a favorisé ce qu'on appelle la surprise d'octobre, eh bien, on va les retrouver, en fait, plus tard, au moment de l'affaire Contra. C'est la même, vous avez une courroie, la courroie israélienne entre l'Iran et les États-Unis, mais cette courroie, elle existe dès 1980 pour favoriser l'élection de Reagan. Et on va retrouver les mêmes acteurs, c'est-à-dire côté américain, des hommes comme Oliver North. Alors tout ça, ça a été confirmé par Bani Sadr, le premier président de la République islamique d'Iran, qui était un proche de Khomeini et après qui a été exilé par Khomeini. Ça a été confirmé par un officier israélien également, et ça a été confirmé par un conseiller de Carter qui a fait une enquête sur le sujet. Et donc, on va retrouver les mêmes hommes avec aussi le Saoudien Adnan Khashoggi,
qui, Mhm. qui lui, était le plus grand marchand d'armes de l'époque. Et pourquoi je C'est parle de ça. lui? Parce que c'est très important à comprendre cet état profond. Parce que en 81, Reagan est au pouvoir. Première chose qu'il fait, Reagan, c'est de signer le plus grand contrat d'armement de l'histoire des États-Unis avec l'Arabie Saoudite. Évidemment, Israël est contre. Donc, Israël fait pression à l'époque à Washington et Reagan doit s'engager politiquement pour faire passer l'accord. Alors, pourquoi il s'engage contre le lobby pro-israélien? Parce Mhm. qu'il trouve un intérêt politique et aussi secret. C'est-à-dire que dans le contrat d'armement à l'Arabie Saoudite, vous avez une part importante qui va être une caisse noire pour financer les actions clandestines en Amérique centrale et notamment au Nicaragua, mais pas que, les actions anticommunistes. Et ça, c'est pas sous contrôle du Congrès. Le Congrès va faire un amendement contre ces pratiques et ils vont continuer, après l'amendement de 84, à faire ces pratiques illégales. Avec cette caisse noire, si vous voulez, du pourcentage en fait des accords d'armement avec les Saoudiens. D'où la proximité entre la famille Bush et la famille Saoud, qu'on retrouvera plus tard. Ouais. Donc, on pourrait faire une émission là, j'essaie de résumer, mais je veux montrer l'impact de l'état profond sur la politique américaine pour montrer qu'un candidat qui a été élu sur un projet, un programme, peut faire l'inverse de ce qu'il a dit Ouais. aussi, parce qu'il y a des enjeux de politique profonde. Et Netanyahou a un lien avec l'État profond américain. Et Epstein était une courroie. C'est pour ça qu'il a été protégé. C'était un agent, en fait, et c'est pour ça qu'il était ultra même protégé. On l'a vu en 2008, lors de son premier procès. Et donc, si on ne regarde pas cette logique à travers l'histoire américaine des événements profonds qui mènent à l'assassinat de JFK, qui mènent au Watergate, qui mènent aux guerres illégales en Irak, en Libye, désormais en Iran, on ne comprend pas en fait la logique. Hein. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est qu'aux États-Unis, il y a des hommes qui dénoncent ça désormais. Il y a moins de crédulité, si vous voulez. Il y a moins de crédulité quant aux mensonges. Là, c'est des mensonges, clairement, sur cette guerre en Iran, en 2003, on le sait, c'est des mensonges. Mais il y a moins de crédulité et il y a des hommes qui montent au créneau courageux, comme Joe Kent, comme Tucker Carlson. Alors moi, je m'insurge, en fait, à chaque fois en France, j'entends parler de Tucker Carlson comme quelqu'un, on dit, d'extrême droite. Hein. Je vois Complotiste. pas. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je vois quelqu'un qui est journaliste avant tout, qui est menacé, clairement, et qui est courageux. Voilà. Je vois des hommes comme Joe Kent, courageux, qui dit oui, Charlie Kirk, c'était une sorte de lanceur d'alerte. Juste avant sa mort, il perdait tous ses donateurs pro-israéliens. C'était des millions de dollars hein, qu'il recevait avant, parce que je pense qu'il avait opéré sa mue intellectuelle, si vous voulez, sur les événements et qu'il voyait bien la réalité des choses. Et on peut retrouver tous ces propos quelques mois avant son assassinat qui sont extrêmement révélateurs. Mais l'assassinat de Charlie Kirk est un événement profond de l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire que Joe Kent dit que on a empêché certains aspects de l'enquête de se dérouler, comme on a empêché certains aspects de l'enquête de se dérouler avec Kennedy, comme on a empêché certains aspects de l'enquête de se dérouler le 11 septembre. Vous voyez, et tout ça, on peut l'expliquer par ce fameux COG, là, c'est Continuity of Government, qui est une volonté secrète et illégale de certaines organisations, une certaine nébuleuse aux États-Unis qui est très dangereuse, bien évidemment, pour la démocratie américaine. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien, pour l'ensemble de ces chroniques toujours passionnantes et travaillées, fouillées, avec le contrepoint du
passé, de l'analyse du passé qui montre en effet que tout ce qui arrive aujourd'hui, eh bien, c'est déjà produit dans le passé et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, entre autres du fait de cet état profond. Oui, il y a une logique. Il y a une logique. Hein. J'invite les auditeurs à regarder ce document Clean Break, donc Netanyahou 96, l'année qui suit le CNAC, la fondation du NAC par les cercles néoconservateurs américains. Ce lien entre les néoconservateurs américains et le Likoud israélien et les conséquences qui suivent, c'est-à-dire la guerre en Irak et puis aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, la guerre en Iran. Il y a une sorte, malheureusement, hein, il y a une sorte de logique dans tout ce qui se passe. Et Trump, du coup, apparaît comme une marionnette, vous savez, qui a complètement perdu. Je ne sais pas si vous le faites, mais quand on écoute ses paroles au quotidien, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui a perdu complètement les pédales. Complètement. Totalement. On est d'accord. Même si certains, eux, considèrent toujours qu'il faut faire confiance à Trump, c'est le cas par exemple de Télé Radio Canada et Alexis Cossette, qui est parfois cité par les internautes. Mais ce n'est, semble-t-il, pas votre analyse, Sébastien. Je ne vois pas comment on peut faire confiance à quelqu'un qui déclenche une guerre illégalement au regard du droit international, mais également au regard de la Constitution américaine, quelqu'un qui dédie les opinions de ses services secrets, quelqu'un qui ne reconnaît pas que des négociations peuvent être positives et aboutir à quelque chose qui va aller dans le bon sens. Mais ce bon sens, c'est quoi finalement? C'est que l'Iran, ce qu'on souhaite, c'est un Iran modéré, un Iran qui puisse avoir un potentiel. C'est un pays qui a un grand potentiel. Mais c'est ça le problème, le potentiel iranien. Si vous voulez, et c'est ce que veut pas Israël, une grande puissance qui soit une puissance rivale au Moyen-Orient et une puissance aussi qui est véritablement peut-être la seule à combattre. Et c'était une intervention importante de l'invité précédent, de rappeler ces propos du membre de Tsahal en Israël sur ce qui se passe en Cisjordanie. C'était un rappel très important, ça, de dire que effectivement aujourd'hui il y a du terrorisme des colons en Cisjordanie, mais pas que aujourd'hui. Pas que aujourd'hui. Et pourquoi on ne dénonce pas ça davantage? Si c'est dénoncé par un lieutenant de l'armée israélienne, c'est bien que c'est très grave. Hein. Donc, voilà, c'est le deux poids, deux mesures que je dénonce aussi souvent. Et c'était bien de le rappeler, ce qui se passe en Cisjordanie, ce qui se passe à Gaza, parce que c'est aussi ce qui se passe en Iran, c'est aussi une conséquence du conflit israélo-palestinien.